Bon, bonjour. Donc, on va recommencer et on est parti là pour le marathon. On va continuer ces 10 cours de suite jusqu'en mi-juin, à l'exception, bien sûr, des vacances de Pâques en avril. Alors, donc, je vous rappelle qu'en décembre, qu'on avait commencé, c'était en reprenant un peu les grands traits de l'historiographie, surtout autour de la question tout d'abord de la crise générale du XVIIe siècle, par la suite la crise globale du XVIIe siècle, et comme il s'avère, en fait, j'aurai l'occasion fin avril de reprendre ces questions à Londres avec Geoffrey Parker et John Elliott dans le cadre d'un colloque dédié précisément à la mémoire d'Eric Hobsbawm. Donc, on aura l'occasion de discuter tout cela de vive voix. Mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de reprendre les choses par un autre biais, c'est-à-dire, je vais commencer aujourd'hui toute une série d'études de cas. Et alors, pour des raisons, disons, en partie sentimentales, je vais commencer avec les Néerlandais, car il y a 30 ans, quand j'ai débuté comme historien, je suis allé justement aux archives de La Haye. Et là, j'avais l'occasion de parler avec un grand historien danois, Niels Steensgaard, qui m'avait justement parlé de cette question, c'est-à-dire de comment faire ce qu'il appelait l'histoire mondiale à partir du radar néerlandais. C'est son expression à lui, le radar néerlandais, qui scanne donc en quelque sorte le monde entier. Alors, bien sûr, ça c'est quelque chose qui a à voir aussi avec le fait que, comme c'est bien connu, les Néerlandais étaient au XVIIe siècle très très forts en cartographie. Ça c'est le célèbre Atlas Blau. Il y a deux versions de ça, mais on va certainement avoir l'occasion de revenir sur l'Atlas parce que Blau et Van der Hem, qui étaient les deux qui ont en quelque sorte patronné cet atlas, étaient des gens extrêmement importants pour tout ce qui était la circulation des savoirs à l'échelle donc mondiale et le rapport entre les Pays-Bas et le monde. Mais bien sûr, avant de rentrer dans le XVIIe siècle, il faut quelques mots au moins autour du XVIe. Donc, rappelons-nous que depuis le tout début du XVIe siècle, quand les Ibériques sont partis dans les constructions de leurs empires, les Flamands étaient toujours présents à leur côté. Donc ça, c'est le début d'un texte qui est très connu, un texte qui s'appelle un peu mystérieusement Kalkoen. Et c'est un texte, c'est un récit de voyage écrit par quelqu'un, un Flamand, qui avait accompagné Vasco da Gama dans son deuxième voyage, pas le premier voyage de 1498, mais le deuxième voyage de 1502 en Inde. Et donc, il a pas seulement laissé ce récit de voyage, mais ça a été très vite publié à Anvers. Et ça, c'est lié avec le fait, bien sûr, qu'il y avait un rapport très étroit entre les Pays-Bas et le Portugal, au moins depuis le milieu du XIVe siècle. Et il y avait donc toujours ce va-et-vient, parfois autour de quelque chose qui s'appelle donc dans le portugais de l'époque a feitoria de Flandre, c'est-à-dire le comptoir de Flandre, qui était donc tenu par parfois les agents du roi de Portugal, mais parfois aussi les représentants de la communauté marchande portugaise. Et parfois aussi, dans ce cas, par exemple, vous aviez une lettre écrite en 1519 par João Brandão, qui était le facteur, le feitor dans les Flandres. Là, vous voyez, en fait, c'est écrit précisément 12 Flandres, et qui envoyait donc des lettres. Dans ce cas précis, c'est une lettre destinée à l'usage du secrétaire du roi Dom Manuel. Alors, donc, ce rapport avec le Portugal a continué. Donc, tout au long du XVIe siècle, en fait, il y avait des Flamands qui participaient dans l'entreprise portugaise, qui ont été présents dans l'Asie, mais il y avait aussi, bien sûr, des Flamands dans l'Amérique espagnole. Et ça, c'est un sujet qui a été traité par un certain nombre de savants, dont notre collègue à Louvain, Eddie Stoltz, par exemple.
Mais alors, c'est plutôt la question du XVIIe siècle que je veux traiter ici. Et au XVIIe siècle, la situation en fait avait complètement changé, c'est-à-dire au XVIe, on est dans une situation où les Pays-Bas étaient considérés comme des pays de deuxième ordre, beaucoup moins importants que l'Europe du Sud. C'était considéré en quelque sorte comme une région marginale et marginalisée, tandis qu'au XVIIe siècle, les Pays-Bas, en quelque sorte, deviennent le centre économique pour beaucoup de l'Europe. Et donc, il y avait un certain nombre d'admirateurs des Pays-Bas au XVIIe siècle. Ça, c'est un texte qui est voué donc à l'admiration, écrit par un Français, Parival, qui a passé du temps à Leyde. Il habitait près de Rapenburg. Et vous voyez un peu pourquoi ce texte a été réimprimé maintes fois aux Pays-Bas. On l'aimait beaucoup, parce que justement, il dit que, avec juste raison, que la Hollande est la moelle des Pays-Bas, tant pour la bonté et fertilité que pour la beauté, les voluptés, les délices. Elle nous représente un paradis terrestre, imaginez. Et par les prairies, jardins et terres labourables, par les eaux, les canaux faits pour la commodité du trafic, et par l'admirable beauté de ces édifices, très magnifiques et superbes. Alors ça, c'est donc un Français, mais qui, malgré les quelques difficultés qu'il y a eu au XVIIe siècle, des difficultés politiques entre la France, notamment de Louis XIV, et les Pays-Bas, qui était donc perdu dans son admiration. Alors tout le monde ne voyait pas les Pays-Bas de la même façon. Prenons par exemple cette autre vision. Ça vient de quelqu'un qui a aussi passé du temps là-bas, Owen Feltham, qui dit que les Pays-Bas, c'est the great bog of Europe. There's not such another marsh in the world that's flat. They are a universal quagmire. Indeed, it is the buttock of the world, full of veins and blood, but no bones in it. C'est les fesses du monde, il dit. Donc ça, c'est une version beaucoup moins positive, si vous voulez, mais ça s'explique aussi, en fait, tout au long du XVIIe siècle, il y a eu cette espèce d'échange d'insultes entre les Anglais et les Néerlandais en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde. Par exemple, il y a eu des moments quand les Néerlandais ont accusé des Anglais des pires actes, et le contraire. Par exemple, le célèbre massacre d'Amboine en 1623, pour prendre juste un exemple. Alors donc, vous voyez qu'il y a les Pays-Bas qui sont à la fois l'objet d'admiration et l'objet, disons, d'une certaine jalousie, parce que derrière ce texte, on peut quand même entrevoir ça. Et alors, pour revenir à la fin du XXe siècle, c'est vrai que la question des Pays-Bas est quand même restée assez centrale dans un certain nombre d'ouvrages. Je vais mentionner un certain nombre assez rapidement. Deux en particulier qui ont abordé le problème des Pays-Bas de façon très très différente. Donc le texte de l'historien anglais Simon Schama, publié dans les années 80, qui est une espèce d'ouvrage de synthèse, L'embarras des richesses, dans lequel Schama essaie d'expliquer comment ça se fait qu'un pays calviniste peut devenir donc un endroit où la consommation était aussi importante, aussi centrale. Et de l'autre côté, et alors M. Schama d'ailleurs a beaucoup utilisé les peintures néerlandaises du XVIIe siècle, mais plutôt pour illustrer ses propos. Mais il y a aussi ce livre qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça, qui a été traduit en français aussi pas si longtemps que ça, de Timothy Brook, grand historien de la Chine Ming, qui a donc essayé d'aborder la question de la globalisation, la mondialisation, en fait, au XVIIe siècle, à partir d'un certain nombre d'images. Mais alors, la stratégie que lui, il va utiliser, c'est plutôt autre, c'est-à-dire il va prendre un certain nombre de tableaux, et à partir des objets qu'on trouve dans les tableaux, c'est comme si on tire les ficelles dans des sens différents. C'est un peu la même stratégie d'un célèbre livre d'un autre historien de la Chine, Jonathan Spence, sur le palais de mémoire, c'est-à-dire où on a un ensemble d'objets présentés dans un cadre, dans un tableau, et on va prendre ces objets pour les amener un peu vers leurs origines. Et c'est un peu l'exercice qui est derrière ce livre de Timothy Brook, qui a eu un grand succès éditorial, parce que justement, il a réussi à mettre en rapport l'histoire asiatique et l'histoire
européenne à partir de cette espèce de tour de force. Donc, en fait, en quelque sorte, là, les connexions qui sont faites, ce sont des connexions qui sont essentiellement dans le savoir et l'intelligence de l'historien, en quelque sorte. C'est manifestement ça. Alors, donc, les Pays-Bas au XVIIe siècle, c'est quand même un sujet qui continue à fasciner. Bien sûr, c'est un objet de fascination pour les Néerlandais eux-mêmes, ça c'est assez logique. Donc, un livre très très récent qui vient de sortir de deux auteurs néerlandais, Piet Emmer et Jos Gommans, qui parlent donc des rapports entre les Néerlandais et le monde, qui est donc encore une fois un livre de synthèse, mais qui traite à la fois, M. Emmer étant spécialiste de l'Amérique et M. Gommans de l'Asie. On essaie de mettre tout cela ensemble. Et bien sûr, quelqu'un qui à lui seul est une industrie, c'est-à-dire le professeur Israël, qui publie à peu près 1000 pages par an. Et donc là, c'est un de ses livres, ce n'est pas un de ses derniers livres, mais c'est un de ses livres de synthèse où il parle justement de la République néerlandaise, mais dans tout son cycle de croissance et jusqu'à là, au déclin, c'est-à-dire bien sûr avec Napoléon. Alors donc, on a de quoi commencer à boire et à manger avec cette littérature secondaire déjà. Mais mon intention aujourd'hui, ce n'est pas tellement de revenir vers cette littérature, mais de prendre un autre point d'attaque. Alors, juste pour vous dire quelques mots sur la géographie de l'exercice. Rappelons donc qu'au XVIIe siècle, c'est-à-dire surtout dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, disons vers 1650 en tout cas, les Néerlandais avaient une position un peu dans les 4 continents. C'est-à-dire, il y avait une présence en Amérique, bien sûr, il y avait une présence en Afrique, un peu sur la côte occidentale de l'Afrique, mais aussi en Afrique du Sud, comme on verra. Il y a une position assez forte en Asie. Donc, ils sont présents partout et ils sont aussi, bien sûr, très, très présents dans l'Europe, où ils vont dominer en quelque sorte le commerce de la mer Baltique et une grande partie du commerce aussi dans certains ports de la Méditerranée même. Alors donc, ils ont une espèce de couverture mondiale au XVIIe siècle, ça c'est évident, mais mon propos c'est de reprendre cette question à partir d'une idée très simple, c'est-à-dire, pour aujourd'hui, je vais me pencher sur la question de la façon dont les peintres et les artistes néerlandais ont pris cet objet, c'est-à-dire comment ils ont abordé le monde. Tandis que d'ici une semaine, je vais revenir sur une autre question, c'est-à-dire comment les collectionneurs et les imprimeurs et les graveurs néerlandais, par la suite, ont refait un peu le même exercice, mais avec parfois des matériaux différents. Donc, rappelons-nous très, très rapidement que les Pays-Bas faisaient partie, bien sûr, de l'Empire des Habsbourg au début du XVIe siècle, mais dans la deuxième moitié, surtout le dernier tiers du XVIe siècle, il y a cette fameuse rébellion des Pays-Bas qui commence, qui va déclencher cette rébellion donc, de 80 ans. Et voilà, donc cette partie nord que vous voyez marquée en rose et en vert va devenir donc les Pays-Bas indépendants. Et c'est à partir de ce moment qui correspond plus ou moins avec l'union des couronnes entre le Portugal et l'Espagne. Donc c'est 1580 qui marque ça, mais c'est aussi important pour les Pays-Bas. C'est à partir de ce moment que les Néerlandais, qui jusque-là, et là il faut distinguer bien sûr entre les Flamands, les gens de Bruges ou de Anvers, qui eux s'étaient bien sûr impliqués et intéressés, comme on a vu dans l'Amérique espagnole et dans l'Asie portugaise. Donc c'est à partir de 1580 que les gens du Nord vont commencer à s'intéresser à ça et vont commencer à bâtir un premier projet. Alors, leurs objets et leur production est déjà parvenue en Asie avant ça. Donc ça, c'est la Bible polyglotte qu'on avait, donc par exemple les jésuites amenaient ça assez souvent dans les années 1570 comme cadeau
Par exemple, quand les jésuites arrivent à la cour moghole dans les années 1570, c'est parmi les choses qu'ils vont amener pour l'empereur moghol Akbar. Et bien sûr, il ne va pas comprendre le texte, mais il a compris que c'était un objet sacré, donc ça a été mis dans une place d'importance dans sa librairie, Kitab Khana, comme ça nous est raconté par les textes, les lettres jésuites. Mais alors, le moment important pour nous, pour la construction de cet empire plus ou moins avec une vision mondiale, on peut dire que ça commence avec ce texte-là et la construction de ce texte. Et ça, c'est un texte qui est assez célèbre, qui est le texte donc, de Jan Haugen van Linschoten, qui lui est parti à Goa en se déguisant en catholique, parce que, bien sûr, ce n'était pas si clair que ça pour les Portugais. La distinction entre flamands et les gens du Nord n'était pas si claire que ça. Et il est devenu plus ou moins proche de l'archevêque de Goa, et il est resté là plusieurs années. Et à la fin, donc, il a pu revenir aux Pays-Bas et donner une espèce de vision d'ensemble du système commercial des Portugais. Et ça, c'est un texte qui a eu un grand succès d'édition. C'est l'édition de 1596. Et on sait que, par exemple, les expéditions néerlandaises au début du XVIIe siècle, quand ils arrivent en Asie, les capitaines ont souvent en main le texte. Par exemple, Van Neck, qui était un des amiraux, nous parle de comment il a comparé un certain nombre de choses qu'il a vues avec, comme il dit, le texte de Haugen, le texte de Jan Haugen van Linschoten. Et en effet, c'est un texte luxueux, assez bien illustré. Ça, c'est par exemple la carte de la ville de Goa, de Linschoten. Et on sait en fait exactement comment ces images ont été construites. C'est basé sur une carte portugaise, parce que vous ne pouvez pas le voir comme ça à distance, mais c'est écrit dans un mélange de portugais avec le néerlandais calqué sur le portugais. Donc on voit qu'il y a derrière ça un cartographe portugais, et comme les Portugais étaient très jaloux pour tout ce qui était la divulgation de leur cartographie, il y a très peu de cartes portugaises imprimées au XVIe siècle. Il y a pas mal en manuscrit, mais très peu imprimées. Alors Linschoten, par exemple, a pu donc profiter de ça pour des images comme ça. Mais il a aussi mis toute une série d'autres images. Et là encore, en haut, on voit un texte en portugais. Et encore une fois, souvent, ce sont des textes bilingues. C'est censé être la rue principale de Goa, mais vous voyez que c'est loin d'être la représentation réaliste. Ça ressemble plutôt, par exemple, à un certain nombre d'œuvres illustrées et même quelques tapisseries portugaises du milieu du XVIe siècle, c'est-à-dire les personnages sont bien sûr présentés comme exotiques, mais il n'y a aucun souci pour représenter ce que serait dans ce cas précis. C'est censé être l'ambassadeur envoyé par un des sultanats de l'Inde à Goa. Ou encore, vous aviez ici une femme goanaise, et bon, bien sûr, on a un peu d'attention donnée, par exemple, l'idée que l'esclave qui porte le palanquin a peau foncée, etc. Mais c'est loin d'être quelque chose où on prête beaucoup d'attention vraiment à la ressemblance. Et on sait que ces gravures qui ont été colorées à la main après, donc ces gravures ont été faites par quelqu'un qui a eu une carrière importante à la fin du XVIe siècle. C'est un graveur qui s'appelle Jan van Doetinchem. Et on dit que Linschoten lui-même avait participé dans les dessins, mais on peut se demander jusqu'en quelle mesure, en fait, il a même été vraiment consulté pour ces dessins-là. Alors là, encore, donc, vous aviez ces images qui sont assez stylisées et très peu réalistes. Mais le texte de Linschoten garde néanmoins une très grande importance. C'est parce que c'est la première vision globale de ce que serait un empire en devenir. Donc, c'est une description d'un système
d'échange, mais il y a aussi, par exemple, des aspects assez intéressants dans le texte de Leskoten. Par exemple, il s'intéresse pas mal à la question de métissage biologique chez les Portugais. Et il est très concerné par le fait qu'il trouve qu'il y a trop de mélange chez les Portugais. Et il se moque pas mal de la société tropicale portugaise en disant que comme les Européens, les colons et les colonisés ne gardent pas assez de distance, et ça crée pas mal de problèmes enfin, parce que, par exemple, il a cette idée qui est reprise par la suite par beaucoup de voyageurs que les femmes portugaises qui sont de sang mêlé sont assez peu fidèles, etc. Et tout cela, c'est lié avec la vie dans les tropiques et avec ce fait d'échange entre les cultures. Alors, mais c'est plutôt à partir de 1602 qu'on commence à avoir le dessin d'autre chose. Ça, c'est le moment de la fondation de la FEOC, de la Compagnie unie des Indes orientales. Cette compagnie est donc faite par la fusion de plusieurs compagnies qui avaient existé entre 1595 et 1602. Cette compagnie est donc partie tout de suite à faire une série de conquêtes, surtout en Indonésie orientale, et ils ont aussi fait la conquête de Jakarta, qu'ils ont donc donné le nom de Batavia à cette ville, qu'ils ont transformée dans leur ville capitale en 1619. Et peu après, les Néerlandais vont aussi fonder une deuxième compagnie, beaucoup moins connue et qui a eu une vie beaucoup plus difficile. C'est donc la Compagnie des Indes occidentales, fondée en 1621. Et cette compagnie va avoir une activité en Amérique du Nord avec la fondation et l'achat de l'île de Manhattan et la fortification que se fait là-bas. Par la suite, ils vont rentrer dans le Brésil, surtout dans le nord-est, où ils vont rester à peu près 25 ans, entre 1630 et 1654. Et en fait, cette expansion dans les deux sens va continuer avec un autre moment assez important qui est marqué par la fondation un peu incertaine, parce que ça va commencer et arrêter et recommencer, de la colonie du Cap de Bonne-Espérance en 1652. Donc gardons un peu cette chronologie en tête. Alors, bien sûr, vous voyez ici pourquoi elles ont fusionné ces compagnies, parce que jusque-là, vous voyez que jusqu'en 1601, 1602, les retours sont plus bas que les investissements, tandis que quand ils ont fondé la compagnie, tout de suite, les retours vont commencer à grimper. C'est précisément parce que c'est la politique de monopole, parce que ces compagnies gardent un monopole. D'ailleurs, souvent, on parle de ces compagnies comme geoctroyeerd. Ils avaient un octroi, un monopole qui a été donné par l'État. Et donc, en fusionnant ces compagnies, plutôt qu'avoir de la concurrence entre différentes compagnies, on arrive donc à contrôler les prix, contrôler les achats, et donc les marges de profit vont devenir beaucoup plus favorables à partir de 1602. Alors, donc, la première question, est-ce que les Néerlandais sont partis à la représentation visuelle de ce monde tout de suite en commençant leur implantation là-bas? On peut commencer justement avec le cas de New Netherland, la colonie plus ou moins de la région de la bouche de Hudson. Alors ça, c'est une représentation, c'est un peu confus parce que le nord, c'est vers le bas. Mais vous voyez un peu l'embouchure, ça c'est Long Island, ça c'est donc l'embouchure, et vous voyez donc les dindes, les castors, des choses comme ça. Mais ça vient de l'Atlas de Blau, c'est assez tardif, c'est les années 1660. Alors, pour revenir un peu en arrière, en fait, en réalité, c'est assez pauvre. On a très, très peu d'images de cette première colonisation des Néerlandais dans cette région. On a par exemple ça,
qui est la ville d'Amsterdam, c'est-à-dire la ville de New York. Et là, vous voyez, en fait, c'est le pont, et là où il y a le château, aujourd'hui, ça s'appelle Fort Clinton, et ça, c'est Battery Park. Et là, où vous avez le mur, vous avez, bien sûr, Wall Street. Ça s'appelle Wall Street, précisément parce que c'était le mur des Néerlandais. Et en fait, si on monte jusqu'à un tout petit peu plus, c'est plus ou moins l'extrémité, ça c'est là où se trouvent les tours jumelles. Donc, juste à l'extérieur de la ville néerlandaise. Donc, on a cette espèce de plan off-building, mais en tant qu'autre image, on a très peu, on a ça, une espèce d'aquarelle, qui nous donne une petite idée de Manhattan vu du côté de New Jersey. Et ça, par exemple, c'est le seul artiste qui, à notre connaissance, a passé du temps dans cette colonie, c'est Jasper Dankaerts, et qui nous a fait quelques dessins, pas beaucoup. Et ça, par exemple, c'est une vue de Manhattan, ce qui serait aujourd'hui Brooklyn Heights. Donc, vous voyez que c'est une ville qui se présente avec beaucoup de traits d'une ville néerlandaise. Mais en fait, à part ces 2-3 petits dessins, on n'a vraiment pas grand-chose qui représente un investissement de la part des Néerlandais pour nous décrire un peu ce monde dans lequel ils étaient en train de faire leur expansion. Alors donc, d'un certain côté, pour avoir quelque chose entre les mains qui serait assez substantiel, il faut attendre un deuxième moment. Et ce deuxième moment, ça commence donc avec l'expansion vers le Brésil. Et ce qui déclenche en grande partie l'expansion vers le Brésil, c'est connu, c'est le fait qu'en 1628, les Néerlandais ont pris la flotte espagnole qui se préparait pour rentrer en Europe dans la baie de Matanzas, dans le Cuba. Et alors là, c'est donc l'amiral Piet Hein qui a fait, qui était à la tête de cette aventure. Et ils ont donc pris ce qu'on appelle le Silver Float, la flotte de l'argent, qui se préparait pour rentrer. Et cet argent, c'était une somme assez importante, a été par la suite investi dans l'expansion brésilienne. Donc, il y a une coïncidence assez proche. 1628, c'est la capture de la flotte, et 1630, c'est là où démarre vraiment l'aventure brésilienne des Néerlandais. Et alors, les Néerlandais vont se concentrer plus ou moins dans cette région-là, qui est, comme on sait, le Pernambuco. Et c'est dans cette région, à partir plus ou moins de Sergipe du Conde, et ils vont donc faire une tentative de contrôler toute cette région avec une idée très simple, c'est en fait la cultivation de canne à sucre. C'est justement ce que les Portugais avaient commencé plus ou moins à partir de 1570. Les Néerlandais étaient tout à fait au courant de ça parce qu'ils avaient fait capturer toute une série de flottes portugaises revenant du Brésil vers le Portugal. Et ça serait donc la base de leur expansion. Et là, on a quand même quelque chose d'autre. Et ça, c'est quand même, pour beaucoup de gens travaillant sur cette vision néerlandaise du monde au XVIIe siècle, un peu le cerise sur le gâteau, c'est ces peintres qui vont partir vers le Brésil, mais dans un cadre assez particulier. Et je vais juste vous rappeler ce cadre très rapidement. C'est-à-dire, si vous regardez comment les Néerlandais ont abordé l'Asie, l'Asie était essentiellement l'affaire des marchands. L'Asie était contrôlée, ou l'Asie néerlandaise était contrôlée à partir de Batavia, à partir de Jakarta. Il y avait un gouverneur général, il y avait son conseil, mais si on regarde qui sont les gouverneurs généraux, ils sont pour l'essentiel des marchands qui font carrière à l'intérieur de la compagnie, qui vont donc monter et finalement, au bout de 25 ans ou 30 ans de service, deviennent les gouverneurs généraux, mais ils ne sont pas des gens très haut placés, ils viennent souvent des familles bourgeoises, assez acceptables, mais pas plus que ça. Tandis que depuis le départ, à partir d'un moment assez dans les années 1630 déjà,
il y a un autre type d'investissement, et cet investissement, le symbole de ça, c'est l'envoi de quelqu'un qui appartient à l'aristocratie. Il y a une aristocratie quand même aux Pays-Bas, et ça c'est donc Johan Maurits de Nassau, Johan Maurits de Nassau, qui est envoyé dans le Brésil, et avec l'idée qu'il aurait autour de lui une espèce de cour. Donc, ça serait vraiment une cour de prince. Et dans ce cadre, il y aurait bien sûr les peintres envoyés justement pour flatter le prince et pour flatter aussi sa vision de lui-même. On a par exemple pas mal de portraits de Johann Maurits, mais celui qui reste quand même le plus important, c'est Franz Post. Franz Post, donc, qui a passé à peu près 10 ans au Brésil et qui nous a fait toute une série de tableaux dont un certain nombre par la suite sont donnés à Louis XIV dans le cadre des ambassades, mais je vais revenir sur cette question dans quelques instants. Alors, donc, Post fait partie de quelque chose qui est quand même central pour l'histoire culturelle des Pays-Bas au XVIIe siècle. Et là, je vais m'arrêter un peu sur un certain nombre de questions et de débats qui ont été entamés dans les années 80, surtout autour du premier livre, mais aussi un peu autour du second livre de ces tendances. Mais le premier livre ici, c'est vraiment capital. Et ça, c'est le livre de Svetlana Alpers, L'art de dépeindre la peinture hollandaise du XVIIe siècle. C'est un livre qui a été très, très bien reçu, mais aussi très controversé. Il y a eu des attaques assez farouches contre ce livre par d'autres historiens de l'art, surtout aux Pays-Bas. Par exemple, il y a un débat qu'on peut lire avec un peu de consternation entre elle et Hessel Miedema, qui était un des grands spécialistes de l'art néerlandais au XVIIe siècle. Mais revenons un peu sur les thèses les plus importantes de Mme Alpers. Donc, il y a 5 thèses, je vais vous dire les thèses assez rapidement. Donc, première thèse, c'est que l'étude de l'art néerlandais a été déformée par l'importance excessive donnée par les historiens à l'art de la Renaissance italienne. Donc, elle voit ça un peu comme une lutte entre la peinture néerlandaise et la peinture italienne, et elle nous dit qu'on a méprisé en quelque sorte la peinture néerlandaise à cause de cette espèce de vision à partir de la Renaissance italienne. Deuxième point, elle soutient que, contrairement au cas italien, la plupart de l'art néerlandais s'éloigne des textes. Donc, c'est pour cela l'art de dépeindre, et qu'avant 1670, peu d'artistes néerlandais avaient une définition théorique de leur travail. Ils voyaient leur activité comme un métier qui demandait un minimum d'interférences textuelles, donc un écart entre texte et image. Troisième point, la fascination néerlandaise avec les techniques de trompe-l'œil correspondait néanmoins par analogie avec les avances dans l'optique faites par Johannes Kepler et Christian Huygens. Alors, je ne vais pas m'arrêter beaucoup sur ça, ça dépasse de loin un peu mes compétences. Quatrième point, qu'il y avait un rapport très particulier entre l'art de peindre des Néerlandais et leur production géographique et cartographique. Ça, c'est une idée très intéressante et on va certainement revenir sur ça. Et finalement, cinquième et point final, que la lecture allégorique et symbolique des peintures néerlandaises est une approche erronée. Donc là, je la cite, « Ces œuvres ne sont pas construites sur la base de significations cachées, mais sur l'idée d'un monde qui est compris comme un assemblage de significations qui sont visiblement accessibles. » Donc là, encore, cette idée que chercher les symboles et les aspects symboliques, pour elle, une mauvaise habitude qui vient de l'interprétation de l'art de la Renaissance italienne, ça, pour elle, ça n'a rien à voir avec les réalités de la peinture hollandaise au XVIIe siècle. Alors donc, c'est les thèses fortes qu'elle a énoncées, qu'elle a soutenues en utilisant toute une série d'exemples. Mais c'est intéressant de voir que même si elle était associée plus ou moins avec le courant qu'on appelle le nouveau historicisme, c'est-à-dire avec la fondation d'une revue qui s'appelle Representations, mais en fait, en réalité, elle ne s'est pas très intéressée à la situation socio-économique. Tandis qu'il y a une autre tendance qui a commencé plus ou moins au même moment, qui est plutôt associée avec M. Montias,
qui lui était professeur d'économie à Yale et qui a donc commencé à étudier les milieux socio-économiques de ces peintres. Et il a fait école, et donc là, maintenant, ça c'est un livre qui vient tout juste de sortir, où on a un peu la synthèse. C'est d'un côté, c'est dirigé par M. Thomas da Costa Kaufmann, qui est plus ou moins dans la ligne de développement de Mme Alpers, et de l'autre côté, Michael North, un économiste allemand, qui suit un peu la ligne de M. Montias. Il y a quelque chose d'ironique parce qu'il s'avère que Mme Alpers est la fille d'un des plus grands économistes du XXe siècle, de Vassili Leontiev. Mais en tout cas, vous avez donc ces deux approches, et avec ces deux approches, donc, on a une tentative de développer des données. Par exemple, là, c'est le même texte sur les délices de Hollande, où on dit, par exemple, l'auteur dit que je ne crois point qu'il se trouve tant de bons peintres ailleurs qu'ici. Aussi, les maisons sont-elles remplies de très beaux tableaux, et il n'y a si pauvres bourgeois qui ne veuillent être bien pourvus. Donc, en quelque sorte, il nous dit qu'il y a une espèce d'explosion des peintures et que toute maison bourgeoise a accès, en quelque sorte, à ces peintures. Donc, le travail de Montias a commencé, par exemple, en prenant quelques cas particuliers. Ça, par exemple, c'est son étude de Delft, de la ville de Delft, où il essaie de démontrer combien de peintres il en avait, de chiffrer tout cela, et leur point de vue, c'est-à-dire les gens qui étaient plutôt penchés vers les paysages, vers les batailles, etc. Et à partir de ça, on a eu des tentatives extrêmement ambitieuses, je dirais même parfois trop ambitieuses, d'essayer de donner une dimension quantitative à tout cela. Et là, par exemple, je reviens à une tentative de reconstruction des aspects quantitatifs des tableaux produits aux Pays-Bas. Et ça vient en particulier de deux historiens de l'économie, et en particulier l'historien néerlandais Ad van der Woude. Et alors, lui, il nous donne des chiffres assez étonnants. Donc, pour lui, en effet, il y avait, à la fin du XVIIIe siècle, à partir de la production qui commence, disons, vers le milieu du XVIe, donc, selon lui, il y a à peu près 9 millions de tableaux. 9 millions de tableaux. Et il nous dit que, par exemple, à la fin du XVIIe siècle, il y avait à peu près 6 millions de tableaux aux Pays-Bas. On peut le croire, on peut le pas croire, mais c'est basé sur une méthodologie qui est assez facilement explicable, c'est-à-dire il a une façon d'estimer le nombre de peintres, la production moyenne de chaque peintre, et là, par exemple, on sait qu'un peintre comme Jan Porcelis, en 1615, pour prendre qu'un exemple, avait signé un contrat qu'il avait rempli d'ailleurs, et le contrat était pour produire 40 tableaux en 20 semaines. Ou on peut prendre quelqu'un comme Jan van Goyen, qui est assez connu pour ses tableaux de paysages, et là encore, on sait qu'il y avait une production énorme. Alors, ces chiffres sont contestés, il y a des gens qui préfèrent un chiffre qui serait à peu près la moitié de ça, mais néanmoins, même si c'est la moitié, même si on arrive, disons, à 3 millions de tableaux à la fin du XVIIe siècle, c'est déjà quelque chose. Alors, en tout cas, on a cette vision qui vient donc, sans distinguer bien sûr la qualité. Ça, c'est vraiment une vision strictement quantitative, et bien sûr, on sait très très bien qu'on peut distinguer déjà entre un Vermeer qui avait une production très faible et un Rembrandt, par exemple, qui avait produit à peu près 250 tableaux plus ou moins dans sa vie. Donc, on sait déjà qu'il y a un écart et ces chiffres moyens peuvent cacher beaucoup de choses. Mais en tout cas, on a là une vision de ce qui serait une espèce de cas presque, moi je dirais, de proto-industrialisation. C'est-à-dire que ce n'est pas une production industrielle, c'est une production artisanale, mais c'est quand même à une échelle assez frappante. Et en quelque sorte, quelqu'un comme Post donc, fait partie de ça, parce que Post avait une production assez énorme, et il s'est centré sur cette vie
dans ce qu'on appelle les ingénieurs, c'est-à-dire là où on produit les centres de production de canne à sucre. Et il nous présente donc une série d'images avec les bâtiments, les ingénieurs, mais aussi parfois avec des animaux ou des autres de fleurs et de faune exotiques qui est intégré là-dedans. Je vous donne juste quelques exemples où il y a aussi donc cette espèce de vision sociale de ce que serait la vie dans une situation où l'esclavage prédominait. Et bien sûr, les historiens du Brésil, qui pour le XVIe siècle n'ont rien de semblable, ont beaucoup profité de ces tableaux pour faire aussi de l'histoire sociale des ingénieurs. Ça commence avec des gens comme Varnhagen et ça va jusque dans nos jours à des historiens comme Stuart Schwartz, grand historien américain du Brésil colonial. Alors, donc, on a ces tableaux, mais là, déjà, il faut dire que en regardant de plus près, les historiens ont commencé à avoir quelques doutes. C'est-à-dire, on s'est rendu compte que Post avait aussi fabriqué beaucoup de ses peintures en rentrant en Europe. Donc, il y avait en gros dans sa production deux parties. Il y a la partie qu'il a produite sur place et une deuxième partie qu'il a produite en rentrant en Europe, et il y a des traits très, très différents. Il y a des aspects assez différents, c'est-à-dire, ça, on a remarqué que, même si c'est censé être le Brésil, ça ressemble pas mal à un certain nombre de paysages aux Pays-Bas. Donc, vous voyez que les peintures qui sont basées, les tableaux qui sont basés sur un effet de mémoire, ont un contenu différent, un aspect différent, mais c'est aussi quelque chose qui est assez frappant, c'est-à-dire il y a beaucoup plus d'exotisme dans les tableaux qu'il a fait en revenant. Donc ça, c'est Post pour vous donner une idée d'un des deux grands noms qui sont associés donc, avec ce moment néerlandais du Brésil. Alors l'autre, c'est un peintre qui a aussi accompagné Johan Maurits, mais qui a un point de vue assez différent. Vous voyez que Post, c'est quelqu'un qui évoque beaucoup l'ambiance. Le ciel brésilien, par exemple, ça c'est quelque chose qui a toujours frappé les gens. Comment en fait il y a une espèce de cette ouverture et ces paysages assez particuliers avec un jeu de lumière qui est tout propre au Brésil et à la combinaison post-Brésil. Tandis que ce qu'on voit avec Eekhout, qui est le deuxième nom, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ethnographique. Mais là encore, on a eu pas mal de controverses. Alors, la série la plus importante de Eekhout, c'est aujourd'hui à Copenhague, où il y a une douzaine de ces tableaux. Mais au départ, on prenait ça vraiment comme le réalisme ethnographique. Mais avec le passage du temps, on a commencé à avoir des doutes. Par exemple, si vous regardez ça, c'est censé être quelqu'un qui était cannibale. Vous voyez qu'il y a le pied qui est dans qu'il rentre à la maison avec un pied pour manger. Et alors, donc, c'est une femme d'ailleurs, excusez-moi. Et alors là, l'essentiel de la critique, ça vient surtout des gens comme Peter Mason, par exemple, c'est que ça serait une espèce de vision tout à fait artificielle, une espèce d'assemblage d'éléments venant finalement de sources extrêmement différentes, et aussi qu'il y aurait un aspect symbolique, justement ce que Mme Alpers voulait éviter, qu'il y aurait donc derrière tout cela un aspect symbolique plutôt qu'un aspect qui serait l'art de dépeindre ou un rapport très direct avec un réalisme. En tout cas, on a déjà ces deux grands peintres dans les années 1630, qui sont déjà connus en Europe à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Mais le cas de l'Asie s'avère beaucoup plus compliqué. Et là, je vais tâcher de vous donner quelques idées assez rapidement. Alors, en Asie, le problème, c'est que pour la première moitié du XVIIe siècle, même si le néerlandais était très présent, on connaît les histoires d'un certain nombre de peintres néerlandais qui sont partis, par exemple, dans l'océan Indien, mais qui ont très peu laissé en tant que trace. Par exemple, il y a
un peintre de Harlem qui s'appelle Cornelis de Heda, qui lui est parti avec les Portugais. Il se déguisait, lui, en allemand. Et ça, c'était facile pour lui parce qu'il s'était déjà expatrié. Il a passé du temps à Prague, à la cour de Rodolphe. Et donc, à partir de ça, il rentre en contact avec les Habsbourg. Il est envoyé en Inde. Et il va partir de Goa à l'intérieur de l'Inde où il va chercher un emploi dans le sultanat de Bijapur. Là, vous voyez la peinture de Bijapur plus ou moins à l'époque. Tandis que Heda, on n'a pas de peinture de lui, mais ça, c'est un tableau qui a été fait par son frère, Willem Claesen Heda, qui était un spécialiste donc, des natures mortes. Et vous voyez un peu l'écart entre les deux. Et on dit, on a les lettres de Heda, il nous a laissé à peu près une dizaine de lettres, et dans ces lettres, par exemple, il nous dit qu'il est assez dégoûté parce que le sultan, il dit, il commande sans cesse, par exemple, des tableaux de Bacchus et Vénus et Cupid. Ça, c'est, par exemple, un Bacchus, Vénus et Cupid qui est fait par un de ses codisciples, Hans van Aachen, tandis qu'il avait envie de faire autre chose, mais il n'est pas arrivé. Donc, on a un peintre qui passe, soi-disant, à peu près une douzaine d'années en Inde, mais qui nous laisse de traces par écrit, mais vraiment pas de traces en termes d'image. Même cas avec Isaac Koudek, qui lui est parti dans les années 1750. Il est devenu le chef du comptoir néerlandais de Surat, où il a passé un certain temps. Il y a beaucoup de plaintes à son égard parce qu'on trouve qu'il passe trop de temps à faire des dessins et pas assez de temps avec les livres de contes. Et Koudek, à la fin de son séjour indien, il y a quelque chose d'assez intéressant qui lui est arrivé, c'est-à-dire qu'il a été convoqué par la cour moghole pour passer du temps avec l'empereur Shah Jahan. Et il a demandé la permission de la compagnie a refusé la permission en disant que, comme il était en Inde avec sa femme et ses enfants, que ça ferait scandale qu'un chrétien s'installe, comme on disait, dans la terre des morts, même en tant que peintre. Donc la permission a été refusée. Mais là, vous voyez des peintures qui ont survécu de Koudek, qui n'ont rien à voir donc, avec son séjour indien, et qui sont assez classiques dans les peintures de l'intérieur des Néerlandais. Alors, ça commence à changer un peu dans les années 1660 avec ce peintre assez curieux, très mystérieux, qui est Philips Angel, qui lui nous a laissé par exemple, c'est plutôt un dessin qui est une espèce de dessin cosmogonique, parce que là vous voyez que c'est le monde tel que c'est conçu dans le monde, dans la conception hindoue, où le monde est porté par un serpent qui lui-même est sur une espèce de tortue. Donc c'est sa façon de représenter les choses. Et Angel nous a aussi laissé ça, qui est un texte à l'éloge de l'art de peindre, Lof der Schilderkunst, dans lequel il y a une discussion, et on va certainement revenir sur ça la semaine prochaine, sur l'art de Rembrandt et comment en fait les éléments exotiques sont intégrés dans l'art de Rembrandt. Donc là déjà on a quelque chose, on est assez loin de Post et d'Eckhart, mais le premier grand personnage qu'on a, qui nous a vraiment laissé des vraies séries d'images sur l'Asie, c'est donc finalement Andries Beckmann, qui lui va passer à peu près 2-3 ans en Asie du Sud-Est, surtout. Il y a 2 toiles de lui, ça c'est dans le Tropenmuseum, il y a un autre dans le Rijksmuseum. Ça c'est une vision de Batavia, au milieu du XVIIe siècle, qui est assez connue. Mais maintenant, on a découvert qu'il a quand même fait beaucoup, mais vraiment beaucoup d'aquarelles. Et il y a une exposition qui vient de s'ouvrir, et je n'ai pas eu l'occasion de le voir, mais j'ai quand même eu le catalogue à Rotterdam sur les peintures de Beckmann. Alors Beckmann, c'est quelqu'un qui a donc fait pas mal d'images d'animaux et d'oiseaux, mais surtout, c'est un peintre qui est un peu l'Eckhout de l'Asie, c'est-à-dire l'intérêt principal qu'il a, c'est pour l'ethnographie. Donc là, vous voyez des images, et ça, c'est une série de ces aquarelles qui se trouvent, comme il s'avère, dans la bibliothèque de l'Arsenal, ici à Paris. Et donc, vous voyez ici, ça, c'est censé être un mestizo,
Ça, c'est un guerrier de Timor, et ainsi de suite. Donc, il y a des dizaines et des dizaines d'images comme ça qui démontrent donc qu'il a été tout d'abord en Asie du Sud-Est et deuxièmement qu'il a été, alors là encore des images de l'Asie du Sud-Est, mais Beckmann a aussi manifestement été à Madagascar et il a aussi été dans la colonie du Cap. Donc ça c'est des images ethnographiques, mais on peut dire qu'à la différence de Eckhout, ce sont des images ethnographiques qui ne sont pas truquées de la même façon. Donc disons qu'il y a une espèce de représentation en fond conventionnel, mais pour le reste, et ça c'est aussi peut-être une question de savoir si ça a été fait pour le marché, tandis qu'on sait que Eckhout produisait ces tableaux pour le marché, tandis qu'on peut s'en douter dans le cas de Beckmann. Donc comme il n'y a pas un rapport avec le marché, manifestement il y a un autre rapport aussi à l'art de dépeindre. Donc, à partir du milieu du XVIIe siècle, il y a de plus en plus de ces peintures qu'on peut voir. Les peintures produites par des peintres voyageurs, comme Beckmann, et il y a aussi, par exemple, Hendrik van Scalenberg, qui lui n'a pas voyagé, mais il a fait 2 peintures, et ça c'est les comptoirs de la compagnie. Et c'est censé être le comptoir de Hooghly, dans le Bengale, fait par Scalenberg, et l'idée de cette peinture, c'était que c'était censé faire partie du décor des bureaux de la compagnie même. Et c'est intéressant qu'il y a parfois des détails, soi-disant ethnographiques assez intéressants à l'intérieur de ces peintures, comme par exemple cette scène qui est cette fameuse idée des veuves qui se brûlent avec leur mari. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de scène de ça à l'intérieur. Et on peut se demander comment quelqu'un comme Scalenberg, qui n'avait jamais voyagé en Asie, qui n'avait jamais voyagé en Inde, en fait, comment il est arrivé à intégrer ces éléments tellement précis d'un certain type de vision ethnographique, même les personnages, etc., sans mettre pied dans l'Asie. Mais on va revenir à cette question-là parce que c'est précisément parce que Scalenberg avait accès à des collections. Des collections, donc il n'avait pas besoin de voyager lui-même. Donc, on en trouve vraiment un peu partout des images comme ça. Par exemple, les Néerlandais sont restés un peu de temps à Taïwan au milieu du XVIIe siècle, à l'île de Formosa. Et là, vous voyez, ce n'est pas un Néerlandais, c'est un Allemand qui travaille pour les Néerlandais. Parce qu'il y avait peut-être 20% des employés de la compagnie qui étaient des Allemands. Et pour cela, il y avait cette espèce de confusion facile entre néerlandais et allemand, comme on voyait dans le cas de Hedda. Mais ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Caspar Schmalkalden, qui c'est censé être une représentation d'un des aborigènes. Et il a même écrit un petit poème qui va avec dans un de ses manuscrits. Manifestement, ce n'est pas quelqu'un qui est très compétent artistiquement par rapport aux autres. Alors, je vais donc finalement terminer avec des images qui sont peut-être les plus intéressants, les plus frappants de tout ce qu'on trouve dans le cadre de l'océan Indien du XVIIe siècle. Et ça, c'est savoir avec la colonie du Cap. Donc vous voyez que les Néerlandais arrivent ici dans les années 1650. Vous voyez ici le journal de bord de Jan van Riebeeck, qui a pas officiellement fondé la colonie, mais c'est normalement celui qui est identifié comme le premier des colons. Et on a trouvé dans des enchères, à la fin du XIXe siècle, un cahier d'artistes. Et ce cahier, donc, était pendant à peu près un siècle, jusque dans les années 1990, est resté complètement inconnu. Et dans les années, donc il y a à peu près 20 ans, les gens ont commencé à s'intéresser à ce cahier et ils ont trouvé donc qu'il y avait une série d'images, essentiellement de l'Afrique du Sud, mais un peu aussi de l'Asie du Sud-Est.
Et ces images, donc parfois ce sont des paysages comme ça c'est censé être le Table Bay, mais ce sont des images assez extraordinaires. On l'appelle pour l'instant l'anonyme du Cap, parce qu'on n'est pas arrivé à identifier le nom de l'artiste. On sait un certain nombre de choses. On sait par exemple que l'écriture c'est fait à deux mains. Donc il y a des choses qui sont écrites par le dessinateur même. Mais il y a aussi quelqu'un qui, à peu près 20 ou 30 ans après, a repris le cahier et a fait ses commentaires sur les commentaires. Ces deuxièmes commentaires sont d'un ordre beaucoup plus distant. Tandis que le premier, c'est-à-dire l'artiste, souvent, il fait même une réflexion sur l'art de peindre, etc. C'est assez curieux de ce point de vue-là. Alors, la plupart de ces images concernent ce que, dans le temps, on appelait les Hottentots, ce qu'on appellerait aujourd'hui les Khoikhoi. Alors, donc, ces populations de pastoralistes du Cap. Mais il y a aussi quelque chose d'autre, c'est-à-dire une des raisons pour lesquelles il se peut qu'on va finalement arriver à identifier l'artiste, c'est parce qu'on a trouvé que l'autre moitié du cahier, le cahier en fait a été scindé en deux, vendu dans deux enchères, et l'autre moitié se trouve à Amsterdam. Et cette autre moitié, ça a beaucoup plus à voir avec l'Asie du Sud-Est. Donc là, vous voyez par exemple une course à bateau dans l'Asie du Sud-Est par le même dessinateur. Alors, comme je vous ai dit, il y a parfois des commentaires assez importants faits. Par exemple, là, il nous fait tout un commentaire sur comment il faut prendre compte de la lumière et les particularités de la lumière en Afrique du Sud et comment, en fait, celui qui a été formé en Europe parfois a du mal à comprendre la lumière tropicale. Donc, vous voyez que ça va quand même un peu dans un autre sens que cette idée qu'il n'y avait pas de vraie réflexion de la part de ces peintres, même si c'est assez tardif. Donc, c'est vrai que Mme Alpers se garde de dire que c'est plutôt avant 1670 qu'il n'y avait pas de telles réflexions, et ça serait plutôt de la fin du siècle. On n'a pas de date. Mais à part ça, il faut aussi dire qu'il est très très précis sur toute une série de choses, des détails ethnographiques, de la vie quotidienne, des Khoikhoi. Mais aussi, par exemple, là, vous voyez l'interaction entre une femme néerlandaise qui est présentée ici, qui fait partie de la colonie, et ces autres. Et parfois, ils sont assez rapidement faits. On a l'impression qu'il a fait ça même parfois en quelques minutes. Dans d'autres, manifestement, il a beaucoup travaillé les images. Et vous voyez vraiment que c'est quelqu'un qui a un certain talent. Il se peut qu'il était, ça c'est une possibilité, qu'il était un certain Victor Victorson, qui était le fils de Jan Victorson, qui lui était disciple de Rembrandt. Et alors, si c'est vraiment lui, ça peut expliquer un certain nombre de choses, parce qu'on sait que ce Victor Victorson, en fait, il était un peu comme Coudec, il n'était pas employé comme dessinateur, il était employé comme ce qu'on appelle Ziekentrooster, c'est-à-dire comme une espèce d'infirmier dans les bateaux, et il aurait passé du temps donc en Afrique du Sud, et par la suite peut-être même en Australie, sur la côte ouest de l'Australie. Chasse au lion, avec encore des commentaires sur le problème que représentent les lions dans le sud de l'Afrique pour les Khoikhoi. Alors, comme je vous ai dit, le cahier a été scindé en deux. Il y avait la moitié qui a été achetée par quelqu'un, qui est restée dans la Bibliothèque nationale de l'Afrique du Sud, dans la ville du Cap, et l'autre moitié qui est restée à Amsterdam. Et comme la division a été assez étrange, dans la partie qui est restée à Amsterdam, il n'y avait presque pas d'image de l'Afrique du Sud. En fait, il n'en avait pas. Et du coup, donc, on a voulu identifier l'artiste comme
le plus célèbre artiste néerlandais de l'époque, qui est aussi voyageur, et ça, c'est Cornelis de Bruijn, celui qu'on appelle ici en France Cornelis Lebrun, qui a été aussi peintre, qui a fait un certain nombre de peintures, par exemple la réception des ambassadeurs safavides à la cour de Louis XIV, etc. Mais en réalité, si on regarde le voyage de Cornelis de Bruijn, et on va certainement revenir sur ce voyage, il est parti par voie terrestre et il n'a jamais mis pied en Afrique du Sud. Donc c'est clair que ce n'est pas lui. Mais donc ce qu'on va faire la semaine prochaine, c'est revenir un peu sur l'ensemble de ces images, mais en reprenant maintenant le problème des collections, des collectionneurs et le monde de l'imprimé par rapport à ces images qui ont été donc produites au XVIIe siècle. Je vous remercie.